Hors norme qui s'ouvre demain à Paris, celui du Mediator, cet antidiabétique prescrit pendant des années comme un coupe-faim, responsable, écrivent les juges, d'au moins 1500 morts et de 4000 personnes hospitalisées pour des insuffisances cardiaques. Alors 10 ans après le retrait du marché du Mediator en France, a-t-on tiré toutes les leçons de ce scandale sanitaire ? Est-ce que l'on pourrait revivre un tel scénario ? Pour nous éclairer, je reçois ce midi sur Europe 1 le professeur Bernard Bégaud, grand spécialiste de la pharmacovigilance à l'université de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. On peut dire en gros, professeur, que votre travail consiste à regarder comment nous utilisons les médicaments. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'il y a des effets néfastes ? Est-ce qu'ils tiennent leurs promesses ? Enfin voilà, dans la vraie vie. Alors justement, première question, professeur, de quoi cette affaire du Mediator est-elle emblématique ? Comment expliquer qu'on ait pu continuer à prescrire en France jusqu'en 2009 un médicament qui avait été retiré du marché depuis longtemps dans d'autres pays, par exemple dès 2000 en Espagne et en Italie ? Oui, alors ça, je pense que l'instruction répondra. C'est vrai qu'on est face à une affaire qui est vraiment hors norme, comme vous le dites. On a 33 ans de mise sur le marché d'un médicament dont l'utilité et l'efficacité n'apparaissent quand même pas très claires, remboursé au taux maximum par la sécurité sociale tout au long de sa vie, ce qui est incroyable quand même aussi, et avec des effets indésirables, cardiaques, graves, suspectés, et dès 1995-99. Donc ça, c'est vrai qu'on a là un cocktail assez rarement rencontré. Bon, il n'y a pas beaucoup d'affaires de ce type-là. Bon, plus tout le côté médiatique, l'incarnation des personnages extrêmes qui étaient Jacques Servier et Irène Frachon. Enfin, Irène Frachon, dont on va rappeler cette pneumologue à Brest, qui a révélé effectivement les dangers de ce médicament en documentant 15 patients qui avaient des atteintes très caractéristiques au niveau du cœur. Absolument, absolument. Voilà, avec le scandale explose fin 2009. Et puis l'affaire se poursuit depuis avec une instruction qui a été très longue. Mais enfin, il y a énormément de pièces, énormément de témoignages qui ont été recueillis en 10 ans. Est-ce qu'on a tiré toutes les leçons de cette affaire ? C'est là où c'est difficile. En tant que soi, je ne pense pas qu'une affaire de ce type puisse se renouveler. C'est-à-dire quelque chose d'aussi extraordinaire, un médicament qui dure aussi longtemps alors qu'on ne comprend pas à quoi il sert, qu'il soit remboursé au taux maximum, qu'il entraîne autant d'effets indésirables. Ça, je pense qu'on le verra pas. Je peux me tromper. Mais en revanche, je lis ici et là que l'on a tiré toutes les affaires. On le dit à chaque crise, à chaque grosse crise. Et vous dites non ? Pas entièrement, parce que effectivement, il y a des choses qui ont changé. On a changé le nom de l'agence du médicament, on a introduit effectivement la loi sur les conflits d'intérêts, c'est-à-dire que des experts doivent déclarer tout ce qu'ils ont pu toucher de la part des laboratoires pharmaceutiques. Mais le fond lui-même n'est pas quand même réglé, c'est-à-dire que la France est le pays dans lequel on utilise le plus mal les médicaments. Ça, c'est de notoriété publique. C'est-à-dire ? Et ça, malheureusement... c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une affaire qui arrive, on découvre que la moitié, un tiers, voire 80% dans une affaire récente, des utilisations et des prescriptions n'étaient pas conformes aux règles. Vous pensez à quoi, par exemple ? L'affaire de l'androcure et des tumeurs du cerveau. Alors, c'est un médicament qui est prescrit dans... ce qu'on appelle l'hirsutisme, des femmes qui ont des poils, de façon très très marquée. Et ce médicament a entraîné des tumeurs du cerveau qui ont été opérées, ça. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'aperçoit que, en fait, plus de 80% des consommatrices n'étaient pas dans l'indication officielle. Elles prenaient ça pour autre chose. C'est-à-dire, elles le prenaient pourquoi ? Alors là, c'était très divers. C'était soit alors effectivement un petit hirsutisme, de l'acné, une séborrhée. Donc on avait détourné en fait l'usage premier de ce médicament. Oui, mais ça c'est très fréquent. Vous avez le Mediator est évidemment un exemple parce que c'est un médicament qui était un traitement adjuvant du diabète, du régime dans le diabète de l'adulte, utilisé largement comme coupe-faim. On est dans une espèce de surconsommation en dehors des clous. Pourquoi ? Notre pays a-t-il cette habitude de consommer trop de médicaments ? Et mal, si je vous entends bien. Oui, absolument, oui. Moi, quand j'étais plus jeune, disons, on était dans le lot de l'Europe du Sud, c'est-à-dire avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, pays où là, ça c'était pas très bon comparé aux Anglais, aux Scandinaves. Malheureusement, maintenant, on est presque les seuls à avoir cette surutilisation, un contrôle très lâche de ce qui se fait.
parce que c'est souvent a posteriori qu'on découvre que c'était mal utilisé. Vous voyez, il n'y a pas d'anticipation, de proactivité. Pourquoi? Je ne sais pas. D'abord, il n'y a pas de volonté politique, sans doute. Enfin, je crois qu'il ne faut pas se cacher. Enfin. Et deuxièmement, je crois qu'on est un pays assez riche, qui dépense beaucoup pour sa santé, qui peut le faire pour l'instant, et qui a un principe de liberté de la prescription, du libre choix, qui n'existe pas ailleurs, y compris dans des pays très libéraux comme les États-Unis, où là, le prescripteur et le consommateur de médicaments sont beaucoup plus contraints par le système de remboursement. Et ça veut dire qu'il faudrait faire quoi, professeur Bégaud, pour éviter ces dérapages? Mais je pense qu'il faudrait que notre pays mette en place des structures capables de voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Alors on le peut, puisqu'on a la chance d'avoir de très bonnes sources de données, en particulier les bases de l'assurance maladie. Toute cette information, il faut la suivre, non pas une fois qu'une crise arrive, mais pour qu'une crise n'arrive pas, c'est-à-dire dire, mais là, comment ça se fait? Il y a un nombre incroyable de gens qui prennent ça, est-ce que c'est justifié? Parce que chaque fois qu'on prend un médicament de manière non justifiée, on se met à risque. Et donc ça, on doit le regarder. Un exemple, les anti-ulcéreux. Qui sont utilisés couramment par de très nombreux Français. Vous savez combien il y en a? En 2017, 16 millions de gens, c'est-à-dire un tiers de la population adulte au moins. Donc ça, ce n'est pas rien, parce que soit les gens en ont besoin, et c'est des médicaments remarquablement efficaces, et là, le problème des risques éventuels ne se pose pas. Voilà, il faut y aller. Mais quand on n'en a pas besoin, là, c'est autre chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une grande part, je n'ose pas dire à l'antenne la majorité, mais de ce qu'on appelle les effets indésirables, ou de la iatrogénie, enfin la casse, entraînée par la prise de médicaments, voilà, des hospitalisations, et générée par des médicaments dont on n'a pas ou plus besoin. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, on n'y travaille pas assez. Merci beaucoup, professeur Bernard Bégaud. Et on entend bien, en vous écoutant avec ce procès qui s'ouvre demain à Paris, qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine dont vous êtes un grand spécialiste, à savoir la pharmacovigilance, et c'est-à-dire la manière dont on prend et dont on utilise ces médicaments. Merci à vous. Merci madame, merci. Et vous le savez.